Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur un format qu'on a voulu un peu spécial aujourd'hui, car on a décidé de vous préparer un question-réponse avec Simon, que je vais vous présenter juste après. Le sujet du jour, il nous tient particulièrement à cœur. C'est le moteur de nos actions depuis maintenant 3 ans. Et c'est évidemment l'urgence climatique et environnementale à laquelle on fait face au quotidien. En mars, le dernier rapport du GIEC a fait parler de lui, je pense que vous en avez entendu parler, avec des prévisions qui sont alarmantes pour un futur qui est très proche. Actuellement, plein été 2022, on traverse une canicule terrible, avec des millions d'hectares qui brûlent un peu partout en Europe, et les exemples sont encore nombreux ces dernières années. Il est de notre devoir à tous de prendre les choses en main et d'amorcer le changement. Et au-delà des actions du quotidien, aujourd'hui, on va se poser la question avec Simon du rôle de la finance dans ce changement. Bonjour Simon. Bonjour Emmanuel, Ravi que tu sois avec moi sur cette vidéo. merci pour l'invitation. Je t'en prie, t'étais un peu chez toi en même temps. Comment tu ressens l'urgence climatique toi actuellement? Cette urgence climatique, pour comprendre un petit peu où on en est, on parle évidemment de CO2, dioxyde de carbone. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un gaz à effet de serre, on en entend parler, et on en a besoin. C'est ce qui permet aujourd'hui de maintenir la chaleur qui est émise par le soleil dans notre atmosphère. Si on n'avait pas ça, on serait à l'ère glaciaire, tout simplement. Le problème, c'est que si on a un tout petit peu trop de gaz à effet de serre, la chaleur qui repart, elle est bloquée. Et donc, il fait très vite chaud. Aussi simple que ça. Ce phénomène de réchauffement climatique lié à du dioxyde de carbone est déjà arrivé. Et à chaque fois, on a la même finalité, c'est l'extinction de 75% des espèces vivantes sur Terre. Donc l'urgence, elle est surtout pour nous, les humains. La Terre ira très bien. On doit quand même se rappeler qu'il y a déjà eu 5 extinctions de masse. Et à chaque fois, la Terre s'en sort très bien, même si ça lui prend plusieurs millions d'années à se remettre en forme. Donc, vraiment, démarrer sur un point, arrêtons de vouloir sauver la planète, essayons déjà de sauver notre espèce et la biodiversité. J'en parlais tout à l'heure lors de l'intro. Finalement, il y a tout un tas d'actions qu'on peut mener chacun au quotidien. Mais au-delà de ça, on a ce sentiment, en tout cas moi je l'entends régulièrement autour de moi, que nos actions individuelles n'ont pas assez de poids et qu'il y a des instances qui sont un petit peu plus importantes qui, elles, pourraient avoir un poids beaucoup plus important dans cette transition et qui finalement aujourd'hui ne vont pas dans le bon sens. Et quand je parle de ça, évidemment, je vais faire la transition vers la finance. La finance, c'est ce qui régit aujourd'hui l'économie mondiale et on a ce sentiment que la finance pourrait pouvoir avoir un impact colossal sur cette transition énergétique, mais que malheureusement aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Qu'est-ce que tu en penses? La finance, elle doit accélérer cette transition environnementale et donc elle doit soutenir les initiatives qui le permettent. C'est déjà arrivé. Une petite histoire, ça se passe il y a maintenant presque une centaine d'années. On est dans la mer d'Aral, continent asiatique, à l'époque l'URSS, et vous avez tout un écosystème qui vit autour entre des animaux et des êtres humains. Les terres sont un peu arides autour et on a un gouvernement qui décide d'utiliser ce lac-là pour irriguer autour les champs et développer l'agriculture locale. Ça se passe très bien, jusqu'à un moment où on cherche toujours à avoir plus, à avoir plus, à avoir plus, et là, la mer d'Aral, elle diminue d'année après année jusqu'à devenir quasiment désertique, donc plus de biodiversité, évidemment plus d'irrigation, donc perte de toute l'agriculture locale. Les gens sont en manque de travail, donc n'ont pas les dispositions nécessaires pour vivre, et forcément ça amène à des problématiques environnementales et sociales. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a peu de temps, ce gouvernement a décidé de mettre en place un barrage en haut de la mer d'Aral, et ce barrage a des effets extrêmement bénéfiques. Parce qu'on voit aujourd'hui, une mer qui redevient de plus en plus peuplée, que ce soit au niveau des animaux et aussi au niveau de la population locale qui peut redémarrer un commerce en toute protection de l'environnement. Pour simplifier, la finance, elle doit mettre en avant les entreprises qui ne sont pas nuisibles pour l'environnement et pour la biodiversité. Et concrètement, le modèle actuel, il est suffisant d'après toi? Ou est-ce que c'est du greenwashing, comme on peut le voir très souvent? Le greenwashing, c'est vraiment un mot qu'on entend maintenant depuis quelques années. Il faut bien comprendre que le greenwashing, c'est avoir un comportement qui n'est pas en fait la réalité, mais pour attirer quelqu'un ou quelque chose. Et on a des exemples dans le domaine de la finance. Je vais prendre la Société Générale, il n'y a pas que. Il n'y a pas longtemps, ils ont sorti une affiche publicitaire avec un ours sur une banquise.
avec l'idée de dire que grâce à leurs investissements, on allait protéger cette banquise, alors qu'au final, la Société Générale, c'est une des 3 banques françaises les plus polluantes au monde. C'est une des 3 banques qui financent le plus les expansions de projets d'énergie fossile, par exemple, qui sont directement liés au réchauffement climatique. Donc, la Société Générale vous met devant le nez une affiche en disant si vous travaillez avec moi, on va protéger la banquise, mais une fois que vous êtes client, elle utilise votre argent pour financer des expansions d'entreprises qui vont automatiquement créer du réchauffement climatique et donc diminuer la banquise. Voilà un parfait exemple de greenwashing. C'est le gros problème de la finance responsable aujourd'hui, c'est que d'une part, les établissements en qui on pourrait avoir confiance n'utilisent pas leurs connaissances en finance responsable, ils font du greenwashing, et d'autre part, on manque cruellement de connaissances et de formation pour être capable d'identifier vraiment ce qu'est un fonds responsable ou vraiment ce qu'est la finance responsable. On entend parler d'ESG, de critères ESG. Qu'est-ce que c'est en fait l'ESG ? Alors ça, c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent aussi. On parle d'investissement ESG, par exemple, ça ne veut strictement rien dire. L'ESG, ce sont des critères, donc critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui permet d'avoir des indicateurs sur ces points-là au niveau d'une entreprise. En aucun cas, c'est une garantie que l'entreprise est vertueuse. C'est simplement des indicateurs qui permettent de piloter un petit peu le risque d'une entreprise. Pour essayer de comprendre, on va vulgariser un petit peu. Imaginez que vous êtes dans votre véhicule, vous roulez à 50 km/h, et là on vous demande est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que c'est responsable ou pas ? C'est impossible de répondre à cette question. Pourquoi ? Parce que si vous êtes en fait sur une autoroute, c'est dangereux, vous roulez pas assez vite. Si vous êtes en centre-ville, tout va bien. Si vous êtes sur une rue piétonne, c'est interdit. On voit bien ici que en fait, si j'ai un critère, mais que j'ai pas l'explication de ce critère en face, ou ne serait-ce qu'un référentiel, je ne peux pas savoir si c'est responsable ou pas. Pourtant, c'est ce qui se pratique aujourd'hui. Des critères ESG sont mis en avant pour faire un semblant de finances responsables pour rassurer les investisseurs. Effectivement, les critères ESG, c'est capital dans le choix et l'orientation des solutions d'investissement. Et d'ailleurs, en France, on a un label, l'ISR, qui est Investissement Socialement Responsable. Comment il fonctionne ce label ? À quoi il sert exactement ? Alors, pour simplifier, le label ISR, Investissement Socialement Responsable, c'est censé rassurer l'investisseur sur le fait que ses investissements sont vraiment responsables. Mais pour comprendre pourquoi ça peut pêcher aujourd'hui, il faut comprendre comment est sélectionné aujourd'hui un fonds ISR. Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de définir mes objectifs à travers des critères ESG. Ensuite, je vais évidemment analyser la performance ESG de mes actifs sous gestion. Je vais expliquer en quoi les critères ESG font partie de mon analyse et sur l'évolution de mon fonds, je vais constamment regarder l'évolution de mes indicateurs ESG. Donc on voit bien que tout tourne autour des critères ESG et on a vu dans la question d'avant que c'était pas forcément quelque chose qui permettait de s'assurer qu'un investissement est totalement responsable. Mais finalement, ce label ISR, pour labelliser un fonds, il se base sur des informations qui sont communiquées par l'entreprise. Comment est-ce qu'on peut être certain, d'après toi, que ces informations, elles soient justes et vérifiables et honnêtes vis-à-vis des entreprises ? Ça, c'est une très bonne question. Elle est très simple à répondre. C'est soit on se forme et on est capable nous-mêmes d'analyser les fonds dans lesquels on investit. Si on part de zéro, bon courage, mais il y a des formations pour. Soit on fait confiance aux organismes qui sont là pour faire les contrôles, tout simplement. On est en pleine réforme de ce label ISR. On a tout un groupe de travail qui a été élu pour le faire évoluer. Qu'est-ce qui manque d'après toi sur ce label pour qu'il fonctionne vraiment ? Il faut aller plus loin dans la réforme. Certes, on vient de parler de premiers critères d'exclusion sur le label ISR, mais pour rappel, la présidente du comité a elle-même dit le label ISR, c'est pas un label vert ou un label climat. Et quand on sait aujourd'hui le lien qu'il y a entre climat et social, ce genre d'affirmation, forcément, ça renvoie pas une image positive du label ISR sur la sélection d'investissements responsables. Donc il manque des critères d'exclusion. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez encore être une entreprise qui nuit aux vivants, qui va peut-être tuer des milliers de personnes et être présent dans les fonds ISR. Il faut que le label ISR il tienne compte de l'activité d'une entreprise. Je prends le cas de Total, par exemple, qui a un projet ICOP, tu as peut-être entendu parler, c'est une bombe climatique en Ouganda, un pipeline chauffé de 1400 km de long, qui va générer 6 fois plus de CO2 que l'Ouganda lui-même, qui va traverser des écosystèmes, des réserves africaines, donc on va détruire des populations d'espèces animales en danger. Et en plus, ça va traverser un lac
Ce lac, il y a 4 millions de personnes aujourd'hui qui l'utilisent pour vivre. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce lac, il va être contaminé. Donc on va contaminer indirectement 4 millions de personnes. Pourtant, Total aujourd'hui est une entreprise qui est présente dans 20% des fonds ISR. Et là, c'est encore plus poussé, c'est que tu as plus de chances de trouver des fonds Total dans des fonds labellisés ISR que dans des fonds qui ne sont pas labellisés ISR. Et rien que cette phrase, elle permet de mettre un petit peu en avant quand même le problème fondamental de ce label ISR. Effectivement. Au-delà de ce fameux label ISR, on entend également des investissements à impact. Quelle est la différence entre l'investissement responsable et l'investissement à impact? Bon, l'ISR aujourd'hui, on l'a vu, notamment via le label, c'est de l'investissement qui est socialement responsable, avec la petite parenthèse. L'impact, c'est différent. C'est quoi l'impact? C'est l'effet qui est produit par quelque chose ou quelqu'un. Je vais simplifier. Je vois une personne dans la rue un petit peu déprimée, je vais lui parler, je vais écouter ce qui va pas, et suite à cet échange, peut-être que cette personne ira mieux dans sa vie. J'ai eu un impact positif sur cette personne parce que j'ai réalisé une action qui l'a aidé. De l'autre côté, je passe devant cette personne qui a l'air déprimée, je ne m'y attarde pas. Cette personne derrière ira encore plus mal et aura certainement que ce comportement aura des incidences négatives sur sa vie. Moi, en n'ayant pas agi, j'ai eu un impact négatif sur cette personne. Voilà un peu la notion d'impact simplifiée. Cette notion, elle va se retrouver évidemment dans mes investissements. Si j'investis sur des sociétés comme Total, je reviens sur le projet ICOP, je vais forcément avoir un impact négatif. Mais de l'autre côté, je vais investir sur des sociétés qui vont aider face aux enjeux que nous avons aujourd'hui et qui vont avoir un impact positif sur l'environnement, sur le vivant, sur la nature, sur la société d'une manière générale. L'investissement à impact, c'est donc soutenir les entreprises vertueuses, exclure celles qui ont un impact négatif sur l'environnement. Actuellement, là, en 2022, on en est où de l'investissement à impact? Est-ce qu'il y a un choix important pour les investisseurs? Est-ce que c'est limité? C'est un tout nouveau terme, on le découvre, et il y a très peu aujourd'hui de fonds qui sont réellement à impact. On parle de 4 500 millions d'euros, ce qui ne représente pas grand-chose au vu de l'épargne globale. Le greenwashing, comme d'habitude, fait partie de ce monde-là. On va parler d'investissement à impact alors que ce n'est pas du tout. Mais là, on commence à avoir des indicateurs un peu plus pertinents, notamment grâce à un règlement qui s'appelle SFDR, Disclosure, donc plus de transparence. Et on va avoir des fonds catégorisés en 3 articles. Article 6, je simplifie, mon entreprise, je me fous totalement du développement durable. Voilà, c'est dit, c'est acté. Article 8, j'ai quand même mis en place quelques actions qui me permettent d'avoir des critères ESG un peu plus poussés que l'article 6, mais j'ai quand même pas d'objectif de développement durable. Donc c'est un peu mieux, mais bon, on peut mieux faire. Et article 9, mon entreprise est créée avec un vrai objectif de développement durable. Donc aujourd'hui, on va avoir les clés pour s'orienter, je l'espère en tout cas vous derrière votre écran, sur des fonds à article 9 qui vont aider des entreprises vertueuses. Moi, demain, j'ai une somme d'argent, j'ai envie de l'orienter vers une solution à impact. Quels sont les choix? Comment je fais? Il faut trouver un conseiller qui soit formé à l'investissement à impact et qui soit capable de trouver des solutions de finance à impact. Et c'est pas si facile que ça. Si vous avez un doute, on vous invite à communiquer avec des associations comme par exemple les acteurs de la finance responsable qui ont en leur sein un groupe de conseillers financiers spécialisés sur l'impact et qui seront capables de vous accompagner et de répondre à vos questions. Bon Simon, merci pour cet échange. Merci Emmanuel pour ces questions et pour ce temps. C'était avec plaisir, c'est un sujet qui nous tient évidemment à cœur. On espère que ça vous a également intéressé derrière votre écran. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Comme toujours, on se fera un plaisir d'y répondre. On vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.